souffrance, ça ne s'applique pas à tout le monde. Daniel, quelqu'un m'a dit tantôt dans la salle qu'il n'y a personne qui a souffert ici. Ça fait que... Ah non, ils ont souffert en maudit. Je pense qu'on entend par souffrir, mais les gens ont souffert énormément. Ce que je dis, moi, c'est que ce n'est pas nécessaire de souffrir. Mais il faut quand même avoir le taux vibratoire pour comprendre, de ne pas vivre l'expérience quand tu entres dedans. Oui, mais moi, ce que je veux dire, je ne vais pas décider parce que j'en ai plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est que la souffrance n'augmente pas le taux vibratoire. Je le dis calmement, il ne faut pas que tu t'emballes. Bon. La souffrance n'augmente pas le taux vibratoire. Donc, on peut augmenter, le taux vibratoire ne s'augmente. Il y a des façons d'augmenter le taux vibratoire de l'être humain. La souffrance n'en est pas un. Par contre, pendant que l'humain est en train de se faire augmenter le taux vibratoire, il est souvent dans un contexte où il souffre, mais la souffrance ne le fait pas augmenter. Est-ce que l'expérience augmente le taux vibratoire? Non, la souffrance et l'expérience, ça pousse l'ego à continuer à vouloir bouger. L'ego va tout faire pour fuir la souffrance, pour rechercher le plaisir, pour rechercher la paix. Ça l'amène à une forme d'évolution. L'évolution, c'est l'accumulation de mémoire. Mais le taux vibratoire n'augmente pas pendant la souffrance. Il augmente quand on le fait augmenter. On peut le faire augmenter. On verra comment, ou qu'est-ce qu'il fait augmenter. Ça peut être augmenté pendant la maladie, pendant la souffrance, pendant le plaisir, pendant la joie. C'est pas nécessaire de passer par la souffrance. Sauf que les entités, tout le monde astral qui crée l'ego, se nourrit de l'ego uniquement quand l'ego est en mouvement alternatif, c'est-à-dire en va-et-vient, donc souffrance, plaisir, souffrance, plaisir. Et l'humain, pour être capable de vivre dans un monde où il pourra alimenter l'ego, les égrégores, suffisamment longtemps, il doit rester assujetti à une vision polarisée. Et pour être assujetti à une vision polarisée, bien, on le fait souffrir. Mais outre cela, à travers le temps, le taux vibratoire de l'humain augmente. Le corps physique de l'humain devient plus solide. Qu'est-ce qu'il fait augmenter pendant que le temps passe, justement? Le contact avec l'intelligence, uniquement. L'intelligence, il y en a plein de formes dans le contexte planétaire. C'est uniquement le contact avec l'intelligence. Il y a des gens qui vont s'asseoir, les Indiens d'Amérique, par exemple, les Indiens de Vancouver, eux ne se faisaient pas la guerre, mais pas la guerre avec des armes, ils faisaient la guerre aussi épais, là, mais sans armes. Ils faisaient des gros festins, puis la fois d'après, l'autre t'invitait, il fallait qu'il y ait un festin plus gros que le tien, puis là, si tu revenais, t'as perdu. Là, tu le réinvitais, un mois après, tu avais un festin plus gros que le sien, puis tu donnais des plus gros cadeaux, puis ça, c'est les guerres qu'ils faisaient. Ces guerres-là ont fait en sorte que ces peuples-là étaient des peuples extraordinairement trop nourris, on va dire bien nourris, là, pour faire français, et c'est des peuples qui avaient beaucoup de richesses, des belles couvertures, ils avaient des beaux tipis, ils avaient des beaux canaux, ils avaient beaucoup de richesses. Alors que si on vient voir les Mohawks, les Iroquois, qui eux faisaient la guerre en s'exterminant mutuellement, puis quand il n'y avait pas suffisamment d'ennemis, bien, ils faisaient la guerre carrément entre tribus iroquoises. Eux avaient rien pour s'habiller, il y avait des tipis qui étaient désuets, des canaux qui étaient des... C'était à la limite. Ce qui servait à la guerre n'était pas pire, tout le reste complet était tellement archaïque. Les Indiens de la Colombie cultivaient, récoltaient, chassaient, pêchaient, ils avaient de grands totems, ils avaient le temps pour développer l'art. Les Indiens d'ici avaient des totemettes, comme les curés de l'époque, c'est tout simple. Et puis, on a grosseur d'un petit crucifix. L'humain de la Colombie, les Indiens de la Colombie avaient découvert l'essence de la vie en observant le ciel, les nuages, en observant les animaux de la Colombie-Britannique. Et ils avaient découvert l'essence de la vie par la paix. Les Iroquois avaient découvert l'essence de la vie, la nature, le ciel, la mer, la terre, par la guerre. Les deux ont augmenté leur taux vibratoire dans le même laps de temps et par deux voies totalement différentes dans l'expression planétaire. La souffrance, la joie ne n'a pas fait augmenter le taux vibratoire, mais c'était mauditement plus plaisant d'augmenter son taux vibratoire en pêchant qu'en courant, parce que l'autre te court après en arrière. Alors, les deux ont découvert les peuples, les Apaches, les Comanches, les Pieds-Noirs, les Mohicans, tous les peuples indiens
les montagnais, les Micmacs, etc., ont découvert des phénomènes. Les Inuits ont découvert la même chose, avec des visions de ce que c'est que l'homme, avec des visions de ce que c'est que le cosmos. Certains étaient en guerre, d'autres étaient trop gelés pour s'en rendre compte, au pôle Nord, et d'autres vivaient en paix. Alors, on n'a pas besoin d'un contexte de souffrance. La Grèce a développé les plus grands génies en période de paix. Les Grecs, Archimède, la guerre, après ça, les Romains sont arrivés, etc. Mais la Grèce, Athènes, Sparte, bon, prenons l'exemple encore justement de la Grèce, Athènes et Sparte, tu connais un peu les deux. Athènes, c'est une forme de mégapole, une immense ville où les gens vivent là-dedans. Je ne dis pas le bonheur était parfait, mais par différence potentielle avec Sparte, qui est une autre ville, mais une ville militaire, où on torture sans arrêt tout le monde pour les faire s'émanciper. À Athènes, on développe l'art, on développe la science, on développe la philosophie. Les deux contextes sont totalement différents, et pendant ce temps-là, les taux vibratoires des individus augmentent au même rythme. Du point de vue militaire, Sparte va protéger la Grèce de temps en temps quand tu ne fais pas carrément la guerre à Athènes, mais du point de vue philosophique ou scientifique, c'est Athènes qui va aider. Continuellement, on a ce genre de choses-là. On voit que les sociétés, du point de vue du taux vibratoire, s'émancipent autant en temps de paix. Du point de vue de l'ego, les gens recherchent la misère. Alors, en temps de paix, on se drogue, on se viole, on se vole, on cherche la guerre, on cherche les ennemis, on se poursuit, on divorce. En temps de guerre, on va s'unir pour gagner la guerre. Mais en temps de guerre, on s'entretue, on détruit. Bon, l'humain recherche la misère. Mais ce n'est pas un facteur de croissance. Ce n'est pas un facteur d'émancipation énergétique. Parce que, exactement comme tu dis, tes enfants, si tu les avais voulu plus énergisés, plus évoluer, ça a fallu que tu les battes. Ils faire remonter leur taux, ils auraient monté leur taux vibratoire. Non. Mais quelqu'un qui a un taux vibratoire suffisamment haut, au-dessus de la moyenne de la population, il va éviter beaucoup d'expériences, peu importe le temps qu'il vit, beaucoup d'expériences que la masse vit, puis des expériences qui sont habituellement pas nécessairement. C'est ça qui est neuf aujourd'hui. Plein de choses neuves là, qui semblent... Quand vous êtes mélangé, c'est pas jamais du neuf. Fait que vous me laissez 2-3 mois, après ça, vous ne serez plus mélangé. On va amener assez de neuf pour arriver à expliquer des choses. L'humain qui n'a pas de taux vibratoire, il faut bien comprendre, il y a des humains, le taux vibratoire n'est pas déterminant de ton bonheur planétaire. Le taux vibratoire est déterminant de ta présence réelle dans le contexte planétaire. Excuse, je reviens, je pense que ma question est pas bien complexe. Si on prend quelqu'un aujourd'hui, en 93, qui est au-delà, ou presque au-delà de la dualité, okay? Il ne vivra pas ce que tu as énuméré tantôt, la drogue, la boisson. Il n'aura pas besoin de vivre ces difficultés-là. Il va passer à côté. De toute façon, personne n'a besoin de le vivre. Non, mais disons le besoin, j'ai utilisé le mot besoin. Il ne vivra pas ça. C'est parce que toi, tantôt, si j'ai utilisé justement le mot besoin, c'est parce que toi, tantôt, tu as dit qu'il recherchait. Alors, c'est un besoin s'il recherche la souffrance. Non, je parle, c'est un besoin au niveau de l'ego. La souffrance n'est pas un besoin. La souffrance, au niveau de l'astral, c'est un besoin des entités, des égrégores, donc des divinités, de manipuler l'humain pour être capable de recevoir de l'énergie pour les alimenter. La souffrance procède là-dedans. Et pour que l'humain reste totalement abruti, on lui envoie suffisamment de souffrance pour que dans sa conscience apparaisse un monde duel, un monde polarisé. Bon. Notre individu qui est suffisamment énergisé, qui a un taux vibratoire suffisamment élevé pour être à peu près au-delà de la dualité, mais en réalité, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Mais bon. Alors, disons que tu n'es pas dedans, ne vivra probablement pas les mécaniques de souffrance. S'il n'est pas dans la dualité, il ne vivra pas parce que ça n'existe plus. Bon. Disons qu'il est dans la dualité, mais il a un taux vibratoire très élevé. C'est ça. Il va probablement éviter les problèmes de souffrance. Probablement. Mais le taux vibratoire n'est pas garant qu'il ne souffrira pas. Ça dépend de ce que lui va faire en tant qu'être humain ici pour pouvoir restructurer totalement les outils qui l'accompagnent. Ce n'est pas du libre arbitre. La liberté de conscience fait que tu restructures les plans planétaires. Le programme Maître Contrôleur fait que tu restructures progressivement le contact entre le mental, l'astral, le vital et le physique. Par la suite, tu peux prendre ton corps et le bouger.
Mais tu restes un être qui n'a pas de libre arbitre dans le contexte planétaire. Le libre arbitre, à un moment donné, il faudra faire une conférence de 6 mois de fil là-dessus. Là. Bon, sans arrêt. Pendant que tu donnais ton explication, tantôt justement du bonhomme qui est au-delà de la dualité, qui est très élevé vibratoirement parlant, je pensais justement aux Nazaréens, qui était le plus élevé de la planète, puis qui l'ont mis sur la croix. Pourquoi je te dis que le taux vibratoire n'est pas garant de la paix de la planète? C'est ça qu'il faut, ça fait partie des nuances. Si vous regardez votre état actuel, ce n'est pas déterminant de votre intelligence ou de votre conscience. C'est pas ça que ça donne. Mais ça donne, c'est un baromètre de votre efficacité à vous servir de l'intelligence. Je répète ceci. L'humain qui a un être intelligent, réellement intelligent, nécessairement, puis là on parle d'un terme humain, un homme, une femme, un enfant intelligent, nécessairement il ne souffre pas, il est libéré des contraintes matérielles. S'il vit ici, il est riche, nécessairement. Sinon, c'est un génie. Bon. Puis les génies, ça fait comme bizarre le mot génie. Bon, elle, c'est un génie. Ça fait longtemps ça qu'on le sait. Sauf que c'est pas une personne intelligente. Elle a de l'intelligence. Mais un génie, t'es génial, tu meurs de faim, tu t'as oublié tout seul dans les coins. C'est un génie, ça. Une personne intelligente, peut-être qu'on la connaît pas, peut-être qu'on la connaît, peut-être qu'elle s'exprime, peut-être qu'elle ne s'exprime pas, on s'en balance. Mais une personne intelligente, c'est une personne qui va être capable d'avoir la paix et l'efficacité dans le siècle ou dans le siècle de référence. C'est au 20e siècle, le siècle de référence. Moi, je suis un être génial. Bon, je suis un être qui est de plus en plus intelligent. Mais je n'ai pas toujours été un être intelligent. J'ai toujours été un être lié à mon intelligence. Mais si on parle d'être intelligent ici, l'être intelligent, il a de l'efficacité. Mais l'être intelligent, si on prend un synonyme d'intelligence dans le 20e siècle et 21e siècle, l'être intelligent est nécessairement un pédagogue. Donc, on a des génies et on a des pédagogues. Le pédagogue est nécessairement un génie. Je parle du vrai pédagogue, je ne parle pas de diplôme en pédagogie. Le pédagogue est nécessairement un génie et en plus, il a la richesse reliée au siècle de référence. 20e siècle, en ce qui nous concerne actuellement. Ça veut dire qu'il a la capacité d'ajuster tout ce qui provient de son génie aux mécaniques autochtonales, à ce qui se passe ici, pour être capable d'aller chercher le maximum d'efficacité de ce fait. Jamais on le retrouve sur une croix, jamais on va le retrouver sur un bûcher, jamais on le retrouve en squelette dans le fond de l'oubliette, jamais. Si on revient aux Nazaréens, est-il possible que, même s'il était très, très avancé, vibratoirement très élevé, qu'il n'y avait pas le taux vibratoire suffisamment haut pour éviter la croix, même s'il était très haut? Non, Jésus n'avait pas le taux vibratoire suffisamment haut pour éviter la croix. Celui qui a pris la décision ouais, de rester au lieu de s'en aller. Le Christ avait le Christ, il habitait pas toujours Jésus. Non. Après qu'il a passé à la croix, là, il était fusionné avec Jésus. Non. Quand il est passé à la croix, c'est là qu'il l'a quitté, là, c'est là qu'il s'est en allé. C'est-à-dire, pas à la croix, au troisième jour après. Ah, bien, le troisième jour après, il y a eu un contact fusionnel. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Tu avais raison de bord. Je pensais à ma prochaine question. Mon vœu de Seigneur. Fait que, effectivement, il n'y avait pas le taux. Il y avait, égoïquement parlant, il n'y avait pas le taux suffisamment haut pour éviter la croix. Alors, il a passé à travers la souffrance à la hauteur de son taux vibratoire. Jésus, là, c'était pas un cadeau. C'était un enfant. Donc, ça n'a pas rapport, mais seulement. Oui, mais non, c'était pas un cadeau, c'est un enfant. Il y avait des connexions plus que la majorité des enfants avaient et ont aujourd'hui. Oui, c'est officiel, c'était un enfant. Un enfant. Je ne vais pas faire ça dedans, ne le cherchez pas, là. OK. Ce qu'il faut comprendre, le taux vibratoire est très élevé, ici par exemple,
et le taux vibratoire de l'ego est ici. Ton individu, toi, si tu le regardes, tu vas dire, il n'y a pas le taux vibratoire assez élevé. Il peut avoir le taux vibratoire assez élevé pour avoir la paix, pour avoir la richesse. Son problème, c'est qu'il y a un taux vibratoire égoïque plus élevé. Un individu a un taux vibratoire égoïque à ce niveau-là, et toi, tu vas l'observer, tu vas dire, hey, ça, c'est un maître, ça, c'est un génie, ça, c'est... Il y a le même taux vibratoire que l'autre. Le taux vibratoire n'est pas déterminant. À un moment donné, ce qu'il faut que l'humain comprenne, ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est qu'il bouge, c'est qu'il stoppe la roue. Oui, je sais, l'humain va dire, oui, mais je suis manipulé. C'est vrai. Mais tu es manipulé seulement quand tu es dans l'action. Tu es manipulé lorsque tu ne te sers pas de ta parole. La parole va aider. C'est effectivement un très, très grand outil. Tout à l'heure, on a dit que la parole était le premier outil utilisé par la conscience pour s'exprimer dans le contexte planétaire. Effectivement, si tu parles, pas si tu penses à haute voix, si tu parles, tu es déjà en train d'arrêter la roue. Parce que tu laisses filtrer de l'intelligence. En laissant filtrer de l'intelligence, tu bloques toutes les mécaniques prévisionnelles de l'astral pour te charrier. Tu viens foutre des bâtons dans les roues du monde astral. Et tu utilises un outil dont tu peux vibrer si ce qui est communiqué est correct ou non. C'est que la conscience, toi, tu vas être capable de savoir si l'énergie qui circule est la bonne ou pas. Mais quand c'est avec la gestuelle, avec le corps, avec la pensée, tu n'as pas la capacité, toi, en tant qu'humain réel, d'entendre. Quand si vous pensez, là, ben, vous, les êtres réels, là, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps. Quand tu ne l'entends pas. Alors maintenant, tu penses, il n'y a rien qui va t'arrêter, à moins qu'à un moment donné, dans le temps, il y ait une ouverture, une descente d'intelligence au moment donné où tu penses, mais là, ça vient mettre de l'ordre dans la pensée. Mais il n'y a pas d'ajusteur de pensée, il n'y a pas de limitateur, de guide, les guides, là, il ne faut pas spiritualiser le mot, pendant que tu penses. Mais si tu parles, ta conscience, toi, tu es là, et en parlant, tu es capable de voir si ça vibre ça ou pas ça. Puis quand on dit si ça vibre ça vibre ce que moi, la conscience, je communique. Avec la parole, tu peux le savoir. Autrement, tu ne le sais pas. Le baromètre de ta conscientisation, c'est-à-dire de la présence de l'homme, de la réalité, dans le contexte des véhicules planétaires, on le détermine ajusté au siècle de référence. Le 20e siècle, le baromètre le plus évident va être les affaires. Bon, le baromètre le plus évident, ce sont les affaires. Le baromètre le plus évident, en même temps, mais c'est pour ça que j'hésite un petit peu, il faudrait qu'on redéfinisse le mot affaire dans le sens intelligent comme je l'amène. La santé est un baromètre à un niveau d'expression. Les affaires, c'est le baromètre qui inclut la santé et qui inclut tout le reste au complet. Donc, le baromètre de l'expression, de l'efficacisation de ton expression dans le monde actuel, c'est les affaires. Quand je parle des affaires, ça veut dire que l'être humain devrait se servir comme baromètre de son expression. Il devrait se servir du rouage planétaire qu'on appelle les affaires. Donc, il doit se lancer en affaires. Mais se lancer en affaires, on pourra en parler encore longtemps, ça ne veut pas dire de laisser ton emploi et de t'ouvrir une boutique de souliers. Se lancer en affaires, c'est une panoplie de choses, mais nécessairement, ça veut dire que dans une partie de ce que tu fais, tu gères du temps, des idées, de l'argent et de la matière. Donc, une personne, par exemple, qui est médecin, peut investir à la bourse, peut investir dans une compagnie X, Y, Z, peut être le conseil d'administration d'une compagnie, peut être juste dans un comité de proposition d'idées. Elle est un peu en affaires, mais il faut que quelque part, elle puisse gérer. Tu achètes une maison, tu es déjà un petit peu en affaires. Si ça se dévalue, tu t'exprimes pas. Si ça s'évalue, ça monte, tu t'exprimes bien. Il y a toute une panoplie de choses. Et je ne fais pas juste de petites affairettes. L'humain qui va exprimer l'intelligence, nécessairement, va finir par se grouper et se lancer en affaires. Ils vont tous être propriétaires, conjointement avec d'autres ou seuls, etc., de ce qui, planétairement, leur amène la liberté matérielle, la liberté temporelle. Bon, ça, c'est sine qua non. En termes d'expression, ça ne veut pas dire que l'individu qui ne se lance pas en affaires, il ne se conscientise pas. Ça n'a rien à voir.
Ça veut dire que si l'humain va avoir un baromètre, une machine, un outil qui va lui permettre de lui dire, regarde, ça va bien, tu exprimes bien, tu appliques bien, ajusté au 20e siècle. Puis regarde, tu n'appliques pas bien, tu n'exprimes pas bien, bien c'est les affaires. Ça peut être une petite revue, ça peut être une chronique dans une revue, dans un journal, t'écris, puis tu lances des choses, bon, mais un peu plus, puis progressivement de plus en plus, jusqu'à temps que tu sois totalement autarcique, pas autonome, jusqu'à temps que tu sois autarcique, vous cherchez ça dans le dictionnaire, jusqu'à temps que tu sois totalement autarcique dans ta gestion de vie planétaire. Puis l'idée, c'est pas de rechercher ça, ça c'est un symptôme secondaire, c'est un baromètre. Est-ce que les affaires procurent l'occasion d'utiliser la parole? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles... Non. Tu peux, la parole, tu peux l'utiliser du moment que tu ouvres la bouche. Oui, mais non, je ne parle pas de penser haut. Tu n'as pas besoin des affaires. Si tu es infirmier dans un hôpital... Ta parole peut servir. Ta parole va servir, mais je pense que tu l'utiliseras... Non, tu dois. Tu peux être en affaires pas l'utiliser plus que si tu es infirmier. Oui. Moi, j'étais ambulancier. Je me servais de la parole. Tous les individus qui ont travaillé avec moi ont changé. Ils sont tous devenus plus, je vais dire, plus normales. Ça dépend des références, là. Mais ils sont devenus du bon monde. Je comprends pas d'abord, Daniel, pourquoi est-ce que... J'essaie de cerner là, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui travaille dans un hôpital et quelqu'un qui est en affaires. Pour quelle raison est-ce que... Le baromètre, simplement, c'est que quand tu es dans l'hôpital, premièrement, l'humain qui exprime actuellement de l'intelligence, donc l'humain qui finit par vibrer que la souffrance, c'est pas pour lui. Que toute la panoplie de mécaniques évolutionnaires reliées au troupeau, aux masses, c'est pas pour lui. As-tu besoin de mettre ta main au feu pour savoir que ça brûle la main quand tu mets la main au feu? Non. Voilà, là tu appliques de l'intelligence. As-tu besoin de savoir qu'il faut que tu fasses que tu vas te casser le nez en faisant telle chose? La personne a dit, ouais, mais un instant, c'est pas sûr de me casser le nez. Correct, tu as besoin de le faire. Vas-y. C'est l'individu là, qui joue avec un couteau, puis il se le lance, il essaie de se le lancer entre la grosse orteil, là, puis l'autre à côté. Là. Et lui, là, il dit, non, je me couperai pas, tu vas voir. Ça le mène où, planétairement? Nulle part. Alors lui, il va se le rentrer dans le gros orteil, puis il n'en conclura pas qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Ils sont tous en train de monter dans la souffrance. Il en conclut qu'il a mal visé. Bon. Ou bien, à un moment donné, qu'il devrait essayer quelqu'un d'un autre. Oui, c'est la stratégie, à un moment donné, tu le lances à côté de l'autre, l'autre le lance à côté de toi, tu sais. Ça existe, ça, comme jeu. Bon. Tu commences avec un gros tournevis quand tu n'es pas sûr, puis des gros souliers, tu sais. C'est moins mal. Mais est-ce que tu vois ce genre de personnes-là proche de la conscientisation? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de te lancer en affaires a un avantage indéniable, c'est que tu places toute la gestion de ta vie dans un véhicule qui te permet de voir de quelle façon, toi, tu descends dans le 20e siècle. Ce qui t'oblige, quand tu te lances en affaires comme baromètre, tu fais des affaires pour pouvoir voir comment tu t'exprimes. Et non pas t'apprends à t'exprimer dans les affaires. Bien différent. Il y a des hommes et des femmes d'affaires qui, à un moment donné, par l'expérience des affaires, ont un vécu intéressant. Mais ça, c'est secondaire. Toi, tu te lances en affaires pour pouvoir comprendre des mécaniques, puis il faut un baromètre ajusté au siècle. Mais le baromètre le plus efficace ajusté au 20e siècle, c'est les affaires. Ça va t'amener la richesse, le temps, les contacts avec du monde qui ont de l'allure. Ça t'amène, tant qu'à te servir de baromètre, tu prends le baromètre le plus utilisable, le plus efficace, le plus plaisant dans le siècle de référence. La personne qui se lance en affaires, ça veut dire que le soir, quand elle se couche, toute sa vie maintenant, son salaire rentre par son travail, par son expression planétaire. C'est sûr qu'au départ, tu gardes ton emploi. Tu sais, présentement, il faut bien comprendre, je fais une petite parenthèse, je ne fais pas une conférence sur se lancer en affaires. Bon, donc on ne pourra pas se lancer en affaires après, on expliquait une chose. À un moment donné, on pourra faire de quoi, là, mais c'est pas ça, là. Donc, fait que je laisse te faire mes mises en garde.
Parce qu'à tout bout de champ, je fais une mise en garde pour dire faites-le pas, faites-le pas, faites-le pas, il manque des éléments. Bien, faites-le pas. Pas suite à la conférence. L'humain qui se lance en affaires, donc, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il place 100% de toutes ses énergies dans une matrice qui va lui permettre d'exprimer sa descente. S'il crève de faim, il a mal exprimé, il sait. Donc, même l'ego va devoir libérer, travailler dans le sens de l'intelligence, parce qu'il devra se dire, bon, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si l'humain marche du point de vue conscientiatif, il ne se dira pas, peut-être que j'ai pas assez vendu, peut-être que c'est pas ça qu'il va se dire. Il va observer chez lui qu'est-ce qu'il fait de pas correct. Tu travailles trop, l'épais. Ah, il va travailler 2 fois moins. Puis le résultat va commencer automatiquement à se faire sentir. C'est pas une question, l'humain doit se servir de ça comme baromètre de ce qu'il fait. Toi qui es un féru des affaires, et qui a lu beaucoup des affaires traditionnelles, il y a des individus qui prennent un produit, ils le mettent en marché, ça ne marche pas. J'ai déjà vu ça. Prenons l'exemple de Hop. Alors, premier Hop, first Hop, ça va marcher. Bon, mais 7-Up, ça a marché. La 7e fois qu'un gars a pris la compagnie et qu'il l'a lancé, là, ça a fonctionné. Nous, on va dire, c'est pour ça que ça s'appelle 7-Up, nous, on va dire, c'est parce que ce gars-là a eu le génie, il a compris, il a ci, il a ça. Ça n'a tellement rien à voir. Tu prends une liqueur transparente avec des bulles qui goûtent affreusement mauvaise, tu mets ça sur le marché, puis ça ne marche pas. Tu vas dire, c'est bien évident. L'autre arrive, il rachète la compagnie après 6 échecs, il met la même maudite cochonnerie sur le marché, et ça marche. Et là, nous, on ne dira pas que la bebelle n'est pas bonne. On va dire, on oublie même ça, on va dire, le gars est un génie. Mais non, c'est de la scrap qui est mis sur le marché. Ça prouve à celui qui se lance en affaires, c'est que ce que tu veux mettre sur le marché n'est pas déterminant de la réussite. Tu inventes une cochonnerie totale, tu la mets sur le marché, tu vas faire fortune si c'est ton créneau. Mais la cochonnerie, c'est pas une idée de génie qu'il te faut. Toi, l'être intelligent, il faudra que tu mettes sur le marché quelque chose qui est en affinité avec toi. Mais tu vas rationaliser en te disant, écoute, gars, c'est parfait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ça est faux. Mais tout ça est vrai en fonction de l'énergie de celui qui veut créer quelque chose. Le premier qui essaye 7-Up, là, ça n'a pas marché. Le produit ne vaut rien. Mais c'est parce que lui, dans sa matrice énergétique, c'est pas son chemin. Moi, ce que je veux dire, quelqu'un qui se lance en affaires dans le but de se conscientiser, il ne doit pas regarder ce qui se fait. Il ne doit pas étudier la mise en marché. Il ne doit pas étudier les études, les faisabilités des choses. Lui, il doit raisonner à sa perception. Nécessairement, l'idée qu'il va amener va être l'idée parfaite de sa perception. Ce que tu appelles son bébé. Il ne va pas y mettre du monde pour lui dire comment gérer son bébé. Ils vont se casser la gueule, toute la gang. C'est son bébé. Tu peux lui dire, à un moment donné, tu peux avoir du monde qui vont juste ajuster l'expression de son génie, de son intelligence au 20e siècle. Comme moi, je vais te dire, écoute, si tu veux vendre 25 affaires en même temps, le peuple ici a de la misère à en conscientiser 2. Tu sais, j'ajuste un peu. Mais je ne te dirai pas, vends elle, mais pas ça de même, mets ça là, ça ne marchera pas. Même si je suis un spécialiste de l'affaire, toi, tu vas l'avoir mieux que moi. Tu vas être après ça, le gars qui va écrire un livre, qui va être un livre de référence pour les autres après. Tu sais, le gars qui a réussi sans études. Bon. Ce que je veux dire, moi, c'est que la personne qui se lance en affaires va mettre n'importe quoi sur le marché, dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel siècle, dans n'importe quel temps, entouré de n'importe qui. Ça va fonctionner. Si elle applique les mécaniques de sa conscientisation et qu'elle se sert de ses affaires comme baromètre. Quand elle change quelque chose, le baromètre change. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tout le temps. Alors, ce qu'il faut que je vous dise simplement, c'est que la personne qui se lance en affaires, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'égoïquement, c'est ton sang qui circule, ton énergie, dans ce qui te permet d'être là. Plutôt que d'être le sang de l'autre, du patron, de la société, ou etc. Si lui, en haut, il marche bien, moi, je vis bien, j'ai de l'argent, j'ai des cossins, j'ai des bébelles, mais je ne peux pas vivre l'expérience de mon expression à travers ça. Si je perds de mes enfants, de la relation que j'ai avec eux autres, comme moi, par exemple, mes enfants, il y a des problèmes à l'école. Moi, je n'avais pas de problème avec eux autres. Bon, les professeurs ont des problèmes avec eux. Moi, je n'avais pas de problème avec eux autres.
Parce que moi, puis j'ai toujours adoré, je recommençais n'importe quand avec les mêmes. D'ailleurs, je peux continuer avec d'autres, mais ça dépend de l'énergie qu'on a. Mais en termes de baromètre, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'extension de ma conscience passe aussi par la famille. Là où je vais planter dans l'histoire familiale, c'est là où je plante en dedans de moi. Alors, c'est sûr, je pourrais me dire, moi, changer de femme, moi, changer d'enfant. Je vais replanter dans 2 ans avec une autre femme ou dans 3 ans. Il n'y a rien à faire. C'est moi. Si, par contre, je me change des choses en observant l'effet sur ma femme ou mes enfants, ou sur mes affaires, ou sur mes clients, ou sur mes fournisseurs, mais si j'observe, ça ne va pas. Je me change. Puis la question, c'est pas de se dire, si je ne vends pas de verre d'eau, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour vendre des verres d'eau? C'est là l'erreur de la personne transitive. Moi, je vais me dire, je devrais vendre des verres d'eau. Les verres d'eau devraient se vendre. Le monde n'a pas soif. Pas grave! Le monde n'a pas de main. Pas grave, les verres d'eau devraient se vendre. J'observe chez moi et je me rends compte que je ne me couche pas quand je suis fatigué. Je change dans ma vie, je me couche maintenant quand je suis fatigué. J'ai une chance sur 2 que les verres d'eau commencent à se vendre. L'humain, on ne doit pas chercher de parallèle. Pour quelle raison, qu'en appliquant, qu'en te couchant, ça va changer? Quelle mécanique qui fait en sorte que ça change? C'est une mécanique de masse. La gravité est égale à l'inverse de la distance au carré. Non, je sais pas. Mais c'est vrai. Quel rapport que ça a avec la question que je t'ai posée? Bon, alors voilà. C'est que quand tu appliques, tu descends plus d'énergie chez toi parce que tu es plus toi. Ta masse augmente. Ta masse augmentant, tout ce qui est près de toi va être plus en action gravitationnelle vers toi, c'est-à-dire que ça va entrer dans ton monde. Ça va donc être plié par ton espace-temps, mais en réalité par ta conscience espace-temps, et ça va automatiquement s'assujettir à ton rayonnement, à ton expression. Autrement dit, pour faire je dessine ici, une planète ronde courbe l'espace-temps d'une façon circulaire autour d'elle. Une planète carrée courbera l'espace-temps d'une façon carrée autour d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ta constitution énergétique, tu courbes l'événementiel autour de toi en fonction de ta constitution énergétique. Comme baromètre, la vente des verres d'eau, l'entrée d'argent qui te donne du temps et qui te permet de t'occuper de ta santé, de ces choses-là, c'est un baromètre. Parce que tu appliques une chose, tu deviens plus énergétique, puis le magnétisme que ça va engendrer dans l'événementiel qui est près de toi va faire en sorte que l'événement va se plier à ton expression, à ta présence. Les verres d'eau vont donc commencer à se vendre. Pourquoi je dis qu'il y a une chance sur 2? C'est parce qu'il peut y avoir d'autres produits que tu vends ou un problème de compagnie, un problème avec des employés. Il y a des choses qui vont se régler. C'est toujours ce qui arrive. Okay. Est-ce que cela a été expérimenté sur la planète avec les humains? Oui, officiel. Des années. C'est expérimenté. Oui. Mais depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps? Oui. Depuis combien de temps? Disons une douzaine d'années. Mais une douzaine d'années, une fois, mettons, 1 heure, v'là 12 ans. Ah. Ça, 1 heure et demie, v'là 8 ans. Puis de plus en plus. Et ça manque jamais. Parce que beaucoup de groupes qui ont essayé d'appliquer l'intelligence, qui ont appliqué l'intelligence, qui ont compris c'est-à-dire qui ont compris, pensé comprendre ce que c'est que l'intelligence voulait, qu'ils l'appliquent, ils tournent en rond. Beaucoup de groupes
Ouais, tu vas dire parce qu'ils ne l'ont pas appliqué intégralement. Je n'ai pas besoin que tu le dis. Non, je le sais. Mais c'est parce Mais que... il y a d'autres raisons. Est-ce que ça s'est produit, Adam, sur la oui, présence? ça s'est produit. C'est très bien qu'il y en ait qui l'essayent, qu'il y en a beaucoup qui l'essayent. Mais est-ce qu'effectivement, ils ont des réussites? Il y en a qui ont eu des réussites comparables à la moyenne des compagnies qui opèrent en Amérique du Nord. Ça fait passer longtemps. On a vu des choses qui semblaient... Oui. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est de voir la mécanique. Si, par exemple, toi, tu essaies une mécanique qui te fait dire, quand tu vas te coucher à la bonne heure, il pleut. OK? Tu essayes ça, tu vas te coucher à la bonne heure et il pleut. Moi, je te pose la question, un instant. Est-ce que quelqu'un a essayé de se coucher de bonne heure, puis il y a eu une pluie comparable à la moyenne des ouragans? Pour savoir que ça fonctionne, tu n'as pas besoin d'ouragan. Mais je suis d'accord avec toi que, tant qu'à parler de pluie un jour, il faudra parler d'ouragan. D'accord. Mais tu n'as pas besoin, toi, par exemple, tu n'as pas besoin d'un ouragan encore pour te rendre compte qu'effectivement, quand tu l'appliques, ça fonctionne. Et là, si tu viens t'introspecter, tu vas te rendre compte que 4 soirs sur 7, tu te couches à bonne heure. Quand tu te couches un 5e soir, tu te ramasses avec un orage. Mais après ça, tu n'as pas l'énergie, tu es manipulé, il se passe n'importe quoi, tu ne te couches pas. Mais tu sais que ça marche. Mais as-tu eu un ouragan encore? Non. Mais tu fais ce qu'il fallait pour avoir l'ouragan? Non. Mais tu sais que ça fonctionne. Et là, la grosse problématique, c'est que en te lançant en affaires, tu te rends compte que tu dois t'entourer d'individus pour le faire. Mais ces individus-là doivent, eux aussi, embarquer dans la même mécanique barométrique pour que l'affaire fonctionne. Ça veut dire que chaque fois que tu as un élément qui commence à niaiser, ça atténue énormément l'efficacité de l'ensemble. Donc, tu remontes cet élément-là, tu remontes cet élément-là. Puis à un moment donné, bien, si tu as juste les éléments qu'il faut que tu remontes, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas expérimenter la théorie, déduisant pas qu'elle n'est pas bonne. Mais là, tu vas te rendre compte que si tu en mets un dehors, ça fouette les autres. Puis si tu mets le handicap dehors, les choses vont mieux. Là, on va dire, oui, mais c'est un parallèle avec les compagnies traditionnelles. Oui, d'accord. Mais le patron aussi, là, Henry Ford, là, c'est pas un gars à réussir, ça. Réussi. Mais lui appliquait dans son énergie. Et inconsciemment, il avait les mêmes lois. Mais l'humain qui voit Henry Ford, il va rationaliser. L'humain ne comprend pas ce qu'on dit, là. Quand il voit Ford, il va rationaliser en expliquant, en inventant des lois que l'humain comprend. Tu essaies de faire les lois d'Henry Ford, là, tu ne feras jamais de fortune. Parce que ça, c'est une humanisation, une terrestrification, une compréhension, une spiritualisation, une superstitionnalisation de ce qu'Henry Ford a exprimé. Si tu avais rencontré Henry Ford, tu serais devenu ami parce qu'il y a des façons de procéder qui sont similaires. Bon, mais l'humain qui applique ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que ça réussit. C'est officiel que ça réussit. Je connais même du monde dans la salle qui ont essayé puis ça marche. Et qui ne réessayent pas, mais qui ont essayé puis ça marche. Est-ce qu'Henry Ford était plus ou moins en contact avec son double quand il appliquait? Non. Henry Ford était unique. Henry Ford était simplement un bonhomme qui, pendant une grande partie du laps de temps, a été dans sa vibration. Il n'était pas en contact avec un double, il n'avait pas de conscience de ce qu'il faisait, mais il était en contact avec sa vibration. Un peu comme dans toute une forêt, quand il vente, tous les arbres vibrent d'une façon particulière. Ça se peut à un moment donné que tu entends un arbre chanter. Il y a une musique, il y a quand même une bizarrerie. Sa vibration avec le vent crée ça. Bon, Henry Ford était ça à travers le vent. Puis à un moment donné, le vent change, puis l'arbre ne chante plus. Henry Ford a cessé de chanter. Est-ce que Léonard de Vinci était en contact avec son double? Léonard de Vinci était en contact avec son futur. C'est ce qui lui permettait de descendre, c'est-à-dire de comprendre l'énergie qui le frappait. Nikola Tesla était aussi en contact avec son futur. Qu'est-il arrivé de Nikola Tesla? Il est mort pas à un moment donné dans le fond d'un coin. À quel endroit? New York, je crois. Parce qu'on n'a jamais... Manhattan.
On ne l'a jamais trouvé. Hein. Non. Mais lui, c'était un bonhomme. Pourquoi est-ce qu'il a disparu comme ça? C'est intéressant. Je ne veux pas en parler là. On peut parler de Nikola Tesla, mais pas tu connais? Oui. Nikola Tesla est celui qui avait trouvé la façon d'utiliser l'électricité sans fil. Il a fait 2 ou 3 usines, dont une à Buffalo, une qui était pour alimenter la ville de New York, je pense, dans les années 1903-1904. Et puis, il est venu à Québec, on l'a menacé, il y a eu beaucoup de menaces de mort. Puis, il s'est réfugié à Québec avec un ami. Il y avait un ami à Québec, dans la ville de Québec. Et puis, de là, il est retourné, je pense que c'est de Québec qui a disparu, ça peut dire. De ces vagues, là, ça fait un bout de temps. Manhattan, c'est très probable. Mais je ne veux pas aller plus loin après. Là, on pourrait revenir. Pourquoi qu'on ne peut pas parler de ces choses-là? Parce que là, on sait qu'on est tous... Oui, mais attends un peu. OK. On sait qu'on est tous manipulés. Oui, t'arrêtes 2 secondes. On sait qu'on est tous... T'arrêtes 2 secondes. Si c'est pas de la manipulation, je sais pas ce que c'est, ça. OK. Je veux juste rester dans le sujet, mais si tu décides qu'on change de sujet vu que tu es l'intervieweur, on va y aller. Je viens de comprendre quelque chose, là. Oui. Bon. Oui. Oui. Okay, je sais pas comment l'aborder, là, mais il y a quelque chose, oui. Bon, juste parler un petit peu de Nikola Tesla pour les gens. En 1899, lui, il dit aux gens que dans pas grand temps, d'ici une cinquantaine d'années, les gens vont être capables de recevoir des images en couleur directement chez eux, par les ondes radio, que les gens vont être capables de communiquer, qu'il va même y avoir des gros véhicules dans l'espace, en orbite, qui vont permettre les communications à travers le plan planétaire, que les gens vont faire cuire leurs aliments dans des fours extrêmement rapides qui vont marcher avec les mêmes ondes, les fours micro-ondes. Il a parlé du téléphone, du vidéophone, il a parlé de toutes ces choses-là complètes. Il a parlé de beaucoup plus que ça. Il a parlé aussi de véhicules pour explorer Mars. Il a inventé, dans la dernière décennie, lors d'un procès aux États-Unis, on a admis que ce n'est pas Marconi qui était le précurseur des ondes radio, mais que c'était Tesla, et que Marconi s'est servi de ses brevets pour inventer ça, donc Marconi n'est pas. Et sans arrêt comme ça, d'année en année, présentement, on reconnaît aux États-Unis que c'est Nikola Tesla qui a fait ça. Lui, à Manhattan, entre autres, vers la fin de ces années, lorsqu'il expérimentait une machine à vibration pour essayer de faire vibrer toute la planète Terre au complet dans une seule harmonique, lui, pour voir si on pourrait la faire détruire, parce que c'est un génie, alors il a connecté simplement quelques fils après son bloc appartement, une grosse tour à Manhattan, et là il a parti sa machine qui marchait au gaz, à l'époque on parle de 1900 quelque chose, alors c'est de gaz comprimé, puis là il y avait toutes ces machines pour voir des gros tubes décossés, le vrai fou, ça n'a pas fonctionné, et à un moment donné il a commencé à sentir le bloc vibrer un petit peu, alors il a pris une hache, il a tout cassé sa machine, parce que lui il n'arrêtait pas, il cassait tout. La police est entrée en même temps, puis on l'a averti que Manhattan allait subir un violent tremblement de terre. Et effectivement, c'est lui qui a détruit une partie de Manhattan avec son système. Puis l'onde a été répercutée partout dans Manhattan, puis avant que ça revienne dans son édifice, il a pris quelques minutes. Quand ça a commencé à trembler, il a eu peur par un tremblement de terre, il a tout cassé, mais c'était trop tard, il y avait déjà des édifices de tomber. Alors, le gars, dans sa maison, dans son salon, là, il fait un tremblement de terre. Ça, c'est Nikola Tesla. Okay. Bon, si on prend le cas de Nikola Tesla, avais-tu autre chose à ajouter? Non, lui, son problème, sa vie, c'est que tout le temps, il arrivait voir les scientifiques et il disait « J'ai une idée, une idée géniale. » Puis ça va être toujours, ben, Tesla. Tu sais? Alors, OK. Alors, Nikola Tesla était un génie, mais un génie qui... branché sur le futur. Branché... il avait accès à la mémoire du futur. Uniquement. OK. Parce qu'il n'était pas capable de prendre les décisions appropriées qui auraient dû être à la hauteur de son intelligence. À la hauteur de son génie. À la hauteur de son génie. Un ou l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, lui absorbe du futur comme moi j'en absorbe. Lui essaie de l'amener là parce que c'est génial, c'est génial, c'est génial. Oui. Totalement pas adapté au siècle dans lequel il est.
Alors que moi, je me calme en masse, puis c'est pourquoi les gens souvent me trouvent trop patient. Mais je ne suis pas trop patient, je ne suis pas un Tesla. OK. Alors, dans le cas, si on regarde là, l'ensemble, OK, on a ce petit Nicolas là, qui, en 1899, 1901, 1902, 1903, il ramasse des fonds, si je me souviens bien, c'était 6 millions de dollars pour construire l'usine à Buffalo. Ils ont construit l'usine, il manque 100 000 cash, je pense, quelque chose comme ça, ou 200 000 pour le finir. Il vient de couper, il y a des ordres dans haut lieu qui empêchent de se réaliser. Il se revire de bord, il s'en va dans une autre ville, je ne me souviens plus laquelle. Il remonte à une autre usine quelques années après de quelques millions de dollars, qui à l'époque était quelque chose d'extraordinaire. Ce serait probablement une centaine de millions aujourd'hui, c'est ça. Puis là encore là, on vient de couper. Il y a eu, selon mon observation, en tout cas, lui, il s'est fait couper chaque fois par l'intelligence. C'est ça. Il y a eu des interventions d'êtres humains qui l'ont empêché de fonctionner. Qu'est-ce que c'est qui s'est produit? L'intelligence. Lui plaçait des bâtons dans les roues des plans de l'intelligence. Est-ce qu'il y avait des êtres à corps physique qui avaient conscience de ce qui se passait? Non. Il y avait des êtres à corps physique qui étaient manipulés. Investis, mandatés. On allait couper totalement l'affaire. Mandatés par quoi? Par qui? Par l'intelligence. Par l'intelligence. Alors, il était conscient du job qu'il faisait? L'intelligence? Non, les êtres. Les êtres qui allaient l'empêcher. Sur le moment, quand il y allait, il accomplissait, puis il y avait une idée d'eux, mais il n'était pas conscient, là, comme il n'aurait pas pu en parler. Ça faisait pas partie d'un travail comme les maîtres du monde. Non. C'était juste réellement manipulation. Quand tu es en contact avec le futur et que tu veux l'amener à travers le peuple actuellement, le peuple ne deviendra pas intelligent comme ça. Le peuple doit vivre des émancipations qui ne font pas partie de... Actuellement, l'ego humain va s'engourdir immédiatement lorsqu'il n'y a pas de souffrance. Et lorsqu'il est engourdi, quand il n'y a pas de souffrance, l'ego humain s'engourdit, qui n'est plus bougeable. Vu qu'il n'est plus bougeable, on a une problématique actuellement. La souffrance, je répète, la souffrance fait bouger l'ego. Alors, quand Nikola Tesla arrive avec un paquet de choses du futur, les individus, l'humain qui est là actuellement, ne suivra pas le chemin prévu par l'intelligence pour que l'intelligence les récupère au bon endroit, moment. Ou au bon moment, endroit. Donc, on ne peut pas le faire. Comme prenons l'exemple d'un village of ça. Si tu veux faire un village of ça, publiquement, les gens vont se faire sauter, ça ne peut pas fonctionner. Si tu décides, à un moment donné, de réunir suffisamment d'intelligence, donc de gens qui ont de l'intelligence, suffisamment de pécule, d'argent, tu vas te faire un truc assez ordinaire, mais assez caché, puis finalement, tu fais ton off-ça là, aucun problème. Puis tout ce que tu veux exporter pour financer l'affaire, c'est des choses que le peuple est en voie d'avoir besoin. Tu n'en vois jamais rien d'autre. Là, tu ne viens pas mettre de bâton dans les roues d'intelligence et ça te permet de réussir. C'est-à-dire qu'une idée qui est futuriste, trop futuriste, ça plante immédiatement. Bon, OK. On sait qu'on est tous manipulés. Non. On sait qu'on est tous manipulés. On a appris. On a appris qu'on est tous manipulés. On le sait pareil. Et puis... Certains, oui. Et puis... manipulés par l'intelligence, utilisant le plan astral pour ce faire. Tout est mécanique et tout fonctionne selon le taux vibratoire. La mécanicité de ce qui se produit, des événements qui se produisent sur la planète, est gérée par le taux vibratoire individuellement de chaque individu. Presque. Parce que le taux vibratoire n'est toujours pas garant de ce qui va se passer. Mais presque. À 98%, l'événementiel va être géré par le taux vibratoire de l'individu. OK. Restons avec 98%, oui. C'est plus simple. Plus simple. Je perds tout, mais juste pour 2%, Daniel, c'était pour être intéressant. Okay, 100%. Non, c'était pour... C'est parce que là, tu m'as fait perdre... Bon, OK. Alors, la mécanicité rejoint... Bon, là,
ce plan-là, sans être intentionnel, il n'y a pas d'intentionnalité dedans, mais la mécanicité va à 98% avec les taux vibratoires. Comment se fait-il qu'un événement c'est-à-dire qu'un rôle comme Nikola Tesla, lui arrive, tout est manipulé, ça va jusqu'à monter 6 millions ici, 3 millions là, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été coupé dès le début? Parce que même s'il n'y a pas d'intentionnalité, ces plans-là ont accès à la mémoire du futur et on savait qu'est-ce qui était pour arriver. Pourquoi ça n'a pas été coupé immédiatement? Pour la simple raison que l'intelligence n'a pas accès au plan planétaire. L'intelligence ne peut pas contrôler. L'intelligence n'est pas là. Il faut des humains intelligents pour la recevoir. Il n'y a pas d'intentionnalité. Non. Mais si, elle n'a pas non plus la capacité d'aller de couper. Elle l'a eu quand c'est venu un petit peu plus avancé. Non, il a fallu qu'elle tripote du monde et qu'elle s'organise pour que dans le contexte planétaire, quelqu'un finisse par y aller. Le temps qu'elle prépare ce monde-là, lui, avait déjà avancé beaucoup. C'est un gars vite. Oui, ça a été très vite, son affaire. Bien, tout le temps vite, lui. Il en a fait, c'est phénoménal, la quantité. Lui, c'est un Léonard de Vinci, qui a créé des choses qui ont fonctionné, qui étaient applicables. Mais il est mort trop pauvre, trop vite, on l'a coupé tout partout. Et il avait une lacune amenée par l'intelligence. La seule façon que l'intelligence pouvait lui le pistonner, c'était de lui donner de la créativité. Lui est en contact avec le futur. La créativité, c'est une saveur. Moi, je vois le futur, puis je trouve ça beau. Mais la personne qui est créative, elle voit le futur, puis elle a le goût de le faire. Alors, l'intelligence lui a donné suffisamment de saveur créative. Ça veut dire que quand une chose ne marchait pas, au lieu de rester, mettons, à Buffalo, puis rester là, puis dire, bon, ben, on va. Non, là, on lui donnait de la créativité. Là, on l'envoyait faire une petite visite quelque part, il arrivait dans une autre ville, il voyait la ville, puis il disait, tabarnouche, ici, ça serait la place pour. Puis il restait là. Fait que là, c'était fini là-bas. Puis on l'a promené comme ça sans arrêt. Il s'est ramassé en Afrique du Sud, il s'est ramassé un peu partout. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Marconi. Il s'est promené, mais sans arrêt, toc, toc, pichenote, 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 pichenote. Au lieu de rester à sa place, puis d'ajuster au niveau du siècle ce qu'il avait, lui, il ne pouvait pas le faire, ça. Lui, il voyait le futur, puis là, il voulait sauver l'humanité, mais pas spirituellement, pas consciemment. Alors, il y allait. Alors, en le faisant, c'est ça, en le promenant d'une place à l'autre, sa créativité embarquait. Léonard de Vinci, on l'a limité un peu comme ça aussi. Léonard de Vinci, ce qu'il a inventé, il avait une vision de l'avenir. Mais ce qu'il inventait, c'était des maquettes, finalement, parce que la technologie n'était pas capable de le supporter. Mais lui aussi, on le faisait passer d'une idée à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, pour que jamais il aboutisse dans rien. Oui. Mais ils ont tous les deux laissé des traces importantes dans l'humanité. Oui, exactement, comme Frédéric Bellefeuille. Ça, c'est un beauceron. Tu ne connais pas, mais il a laissé des traces aussi importantes. C'est lui qui coupait les arbres pour faire les meubles. Mais... Vous avez des portes d'armoire avec ces arbres. Ils ont quand même... Ils les ont pas coupés, arrêtés au début. Est-ce que... L'intelligence ne peut pas. Non, mais... Tout est... Elle peut pas. Mais c'est intelligent que ça ne soit pas arrêté au début aussi, probablement. Parce que ça n'aurait pas laissé de traces. Si on aurait continué, on aurait appris différemment, c'est tout. Là, c'est une autre chose qu'il faut que l'humain comprenne à un moment donné, tout le monde. Tout ce qui fait en sorte que nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas l'histoire. L'histoire se répète sans arrêt, c'est pas elle qui nous forme. Non. Donc, Nikola Tesla, il n'aurait pas existé, on en serait à la même place aujourd'hui. Peut-être que nos électrons voyageraient d'un fil blanc à la place des fils rouges, ou des fils noirs à la place des fils bleus. Bon, peut-être. Mais on en serait là, on en serait à la même place. Au lieu d'avoir, par exemple, des ondes radio de type hertzienne, si Hertz ne serait pas passé, on aurait des ondes radio de type frankensteinienne. Oui, mais dans le plan, à l'origine je peux même te garantir que le nazaréen, son passage, si tu élimines le nazaréen, bien, on en serait à la même place aujourd'hui. Oui, et c'est pourquoi, et ça c'est une chose que l'humain devrait encore une fois saisir. C'est ça là. Par exemple, si le nazaréen n'aurait pas passé, aurait fallu
aurait fallu que le travail qu'il a fait ait été fait d'une façon différente ou par un autre. Non, lui, il passait pour lui, mais pour l'humanité, ça n'a rien changé à l'humanité. Non. Bouddha est venu, mais Bouddha ne serait pas venu. Écoute bien, on ne l'aurait pas boudé. Ça n'aurait pas paru. Prenons l'exemple. Les Chinois ont exterminé d'autres familles chinoises à l'époque des guerres. Il y avait des guerres de clans, il y avait des guerres de dynasties. Puis quand une dynastie gagnait, ils coupaient les têtes des 300 000, 400 000 ou des 2, 3, 4 millions ou des 30 millions d'ennemis. Bon, jusque des enfants. Mais la Chine n'a pas changé pour ça. À un moment donné, tu te dis, prends en Bosnie, ils veulent faire une purge raciale, exterminer tous les musulmans qui sont là, par exemple, et vice-versa. Ils veulent s'auto-exterminer. Extermine-les au complet, puis ça ne change rien à rien. L'humanité continue son maudit chemin. Il y a eu tellement de guerres où tu exterminais, tu tuais tous les ennemis, puis leurs fils, leurs filles, leurs femmes, leurs chevaux, au cas. Tu éliminais toutes! Et à un moment donné, 25 ans après, il y a un gars qui arrivait, puis qui te tuait, qui t'a laissé à mourir, qui venait d'une affaire là-bas, puis qui n'avait rien à voir. Ça n'a jamais rien changé. Ça ne vaut pas la peine d'exterminer qui que ce soit ou de tuer qui que ce soit. On est dans la mafia. À un moment donné, on se dit, écoute, ce gars-là, il est dangereux pour notre sécurité. Tu l'élimines. Mais 2 ans après, il y a un autre dangereux. Puis quand ça va avoir à tomber, ça va tomber de toute façon. Tu as éliminé ce monde-là pour rien. Vu des yeux de l'homme, oui. Non, dans la réalité, toutes les traces qui sont laissées n'ont pas fait de l'humanité ce que l'humanité est. Matériellement, ça change des choses, pas au niveau de ce que l'humain est. OK. Dans la mémoire du futur, en arrière de l'île du paradis, il y a une intentionnalité. Oui. Et tout est inscrit. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard... Pas comme tu le penses, pas comme tu le dis, puis pas comme tu le fais. Comment ça se passe, d'abord? Ah, moi, tu ne pourras pas comprendre ça. C'est gênant de dire ça, là. C'est que tu ne parles pas la bonne langue. Non, OK. Tu as l'intelligence pour le comprendre. Mais tu ne parles pas la bonne langue. Oui, mais... pour me faire changer de... Pour me faire changer, tu pourrais seulement dire il y a des accidents qui n'ont pas été prévus, comme d'autres avatars ont dit dans le passé, mais je ne l'achète pas, celle-là non plus. Bon, mais je ne te la dis pas non plus, moi je suis chaud. Parce que c'est... L'intentionnalité primordiale n'a rien à voir avec ce que l'humain appelle l'intentionnalité ici. OK. Est-ce qu'il y a du hasard? Faudrait-tu définir ce hasard? Hasard. Non. Il n'y a pas de hasard. Non. Est-ce qu'on est manipulé entièrement? Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par on? Est-ce que l'homme, à part quelques individus, présentement, est manipulé? Le contexte planétaire est totalement manipulé. Totalement manipulé. Est-ce que, à part quelques individus, quand tu dis le contexte, moi je parle individuellement, l'homme, excepté 5-6 personnes sur la planète Terre présentement, est totalement manipulé? Oui, c'est exclu son intelligence, oui. Ouais. Et puis, tout ça fonctionne par l'auto vibratoire. Ce qui gère tout ça fonctionne par l'auto vibratoire. La loi d'attraction s'occupe de placer l'intelligence selon la hauteur du taux vibratoire pour que la mécanicité se produise. Oui. Sauf que alors, à ce moment-là, dans le plan éthérique et en baissant, mais pas dans les plans supérieurs. Oui, dans les plans supérieurs. Non. Voilà. Alors, bonnes vacances, les